Comme je le disais ce matin, on n'est ni devin ni prophète. Donc on n'a pas la science infuse. Je ne sais pas ce qui va se passer dans 10 ans ni dans 20 ans. La seule chose sur laquelle on peut essayer de réfléchir, c'est sur les outils d'analyse qu'on a aujourd'hui pour essayer d'ouvrir des perspectives. Tout ce qu'on va voir ensemble ne sont que des exemples et des modalités que vous pouvez utiliser à un moment ou un autre. Dans enseigner autrement, les méthodes dont certaines vous utilisez déjà ne sont pas non plus à utiliser tout le temps. Il faut diversifier son approche et la manière d'enseigner pour pouvoir garder une attention des élèves la meilleure possible. Mais avant ça, je voudrais qu'on revienne sur ce qu'on a fait un peu ce matin, mais je voudrais le remettre en mots. Constat des difficultés à dépasser que l'on peut rencontrer aujourd'hui par rapport à notre métier d'enseignant. On l'a vu ce matin, cette généralisation de l'accès à la connaissance, c'est quelque chose qui est répandu. On parlait avant uniquement de Wikipédia, mais maintenant vous ouvrez n'importe quel outil numérique et vous avez un flot de savoir, tout mélangé. Donc on a un accès facilité, on cherche quelque chose, il suffit de trouver les bons mots pour faire la recherche, les plus pertinents, et on va avoir une avalanche d'informations. La difficulté aujourd'hui n'est pas d'accéder à l'information, mais de la trier, de la vérifier, de la valider. Donc on est vraiment dans une modalité qu'on ne rencontrait pas il y a encore 30 ou 40 ans. Lorsque les enfants n'avaient pas accès à un portable ou à un ordinateur portable, ils n'avaient pas cet accès facilité à la connaissance. Donc c'est quelque chose auquel il faut se confronter et on doit savoir qu'on n'est pas les seuls pourvoyeurs de connaissances. Donc si l'enseignant se cantonne dans cette seule mission-là, il est en concurrence avec plein de partenaires, des sites d'information, des vidéos, des influenceurs. Il y a des gens aujourd'hui qui, sur Internet, vont vous apprendre à faire une dissertation de philosophie, qui vont vous apprendre à distinguer les styles littéraires, etc. Donc, ça ne peut pas être notre seule posture enseignante. Bien sûr, elle en fait partie, mais on ne peut pas se cantonner dans ça simplement de l'accès au savoir. Vous le savez aussi, nos jeunes sont extrêmement sensibles aux manipulations, aux endoctrinements. C'est celui qui parle le plus fort, avec le plus d'assurance, avec le plus d'éloquence, qui risque d'être entendu. Et celui qui va manipuler le mieux son public. On voit toute la problématique qu'on a aujourd'hui avec certains influenceurs qui sont remis en question et que l'État français se propose de ramener à la frontière. Ce ne sont pas des idiots. Ils savent parler. Ils savent utiliser les ressorts particuliers qui vont amener une population qui n'attend que ça vers des missions qui peuvent être dangereuses pour les jeunes. Donc cette sensibilité aujourd'hui, le fait qu'on n'a jamais autant parlé, avec autant d'assurance partout, que du coup, le discours enseignant, il est noyé dans ce flot. Et on n'est pas toujours les plus persuasifs. Donc c'est vraiment une difficulté. Comment les enfants vont faire la distinction entre un langage qui est un langage sérieux, basé, et une manipulation? Je ne vous parle pas des traités de manipulation entre proches. On a confondu pendant toute une période la communication, la concertation avec la manipulation. Et on apprend aujourd'hui dans les entreprises à manipuler ses salariés. Mais non!
On n'est pas dans l'échange, on n'est pas dans la réflexion partagée. On cherche à manipuler. Bien sûr, c'est tellement plus facile de demander à l'IA de faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Ou tout simplement ce qu'on pense que l'IA ferait mieux que nous. Ça va du poème amoureux qu'un adolescent veut envoyer à sa petite amie, à la dissertation de philosophie. Lorsqu'on pense que la machine, dans sa généralité, va faire plus vite et mieux, pourquoi se prendre la tête? Pourquoi le faire? Alors que, du coup, on met en veille, ce que disait un peu Alain Bentolila ce matin, on met un peu en veille notre intelligence naturelle. On a l'impression qu'elle est sous-classée, sous-dotée. Mais en fait, la seule chose qui manque, c'est nous dans ce poème. Il sait dire les choses, il sait verbaliser, mais il n'est pas dedans. Rappelez-vous ces passages mémorables dans dans la pièce d'Edmond Rostand, Cyrano, merci, le trou, Cyrano de Bergerac. Comment c'est Cyrano qui sait manier le verbe et qui met son cœur, alors que Christian n'y met pas son cœur, n'y met pas sa poésie, n'est pas authentique. Et du coup, lorsqu'il se retrouve vraiment en face à face, il n'a rien à dire. Mais il n'a pas travaillé sa sensibilité dans la relation. Il s'est laissé illusionner par la verve de Cyrano. Mais au moment de la dernière scène, lorsqu'il lit, alors qu'il ne peut plus voir la fameuse lettre qu'il connaît par cœur, elle comprend enfin qui est. Est-ce qu'on est dans ce que l'on fait ou c'est juste de l'artifice? C'est plus facile, mais on n'est pas dedans. Perdre du goût pour la recherche et le travail intellectuel, vous connaissez ça par cœur, c'est même pas la peine que je m'étende. Diminution de la capacité à argumenter et de ce fait à penser par soi-même. C'est quelque chose que le professeur Bentolila aurait pu développer ce matin s'il avait eu plus de temps. Notre pensée dépend de notre vocabulaire. Quand on a peu de mots, on pense petit. Quand on a des mots, avec des nuances, avec de la richesse, on peut penser grand. Et ça change tout. Or, dès qu'on est dans une relation aux mots qu'on ne maîtrise pas, non seulement on pense sous forme de flash, d'évidence, de slogan, mais en même temps, quand les mots ne suffisent plus, on passe aux actes, on passe à la violence, et on n'a plus ce recul par rapport à une pensée complexe. On recherche une pensée simple. Ça, vous pourriez continuer la liste. Je suis sûr que vous auriez plein d'autres exemples. Mais c'est le constat d'une époque dans laquelle on est aujourd'hui et face à laquelle il va falloir se confronter. Bien sûr, dans le constat, on a aussi les obligations de l'éducation nationale. Vous êtes tous dans des collèges, lycées, sous contrat ou hors contrat, mais avec un programme, avec une échéance, avec une évaluation au bac, qui est la dernière, mais il y en a avant, bien évidemment. C'est dans l'autre sens. Donc la question qu'il faut se poser, c'est de quelles compétences j'ai besoin pour préparer le mieux possible mes élèves aux défis de demain. Évidemment, en creux, on en a déjà fait émerger. La maîtrise de la langue, c'est un élément indispensable. Et ce n'est pas tellement la problématique de la bataille entre un texte de français bien rédigé et puis un langage SMS. N'importe quel adulte qui maîtrise un peu la langue peut faire la part des choses. Nous-mêmes, quand on prend des notes, on abrège certains mots, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas les écrire. Mais la maîtrise de la langue,
c'est la maîtrise du vocabulaire, c'est la maîtrise de la structure de la langue, parce que c'est avec ça qu'on peut arriver à réagir au réel, réagir au savoir. Les mots ont un sens et ils ont un poids. Alors ne prenons pas comme exemple les faux débats politiques, savoir est-ce que la France est aujourd'hui victime d'une vague de submersion ou pas, et on va faire des heures et des heures de journalistes à disserter sur le problème, qu'est-ce que c'est une submersion ou pas une submersion, etc. Non, réfléchissons bien aux connaissances, aux nuances, à la richesse, à la complexité de la langue qui va nous permettre à nous d'avoir une complexité dans notre pensée. Mais la maîtrise de la langue, c'est ce qui va aussi pouvoir animer notre esprit critique. Or, sans esprit critique, c'est la porte ouverte à toutes les manipulations, à toutes les idéologies, à tous les endoctrinements. Et ceux qui cherchent à endoctriner ont toujours un langage fort, saisissant, impressionnant. Si on se laisse prendre, on se fait piéger progressivement. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient endoctriné. C'est un processus plus rapide qu'on ne le croit en général, mais qui se fait étape par étape. Lorsqu'on a arrêté d'avoir une opinion propre, on glisse progressivement vers l'opinion la plus forte, la plus impressionnante pour nous, la plus facile à penser. Mais on est en train de perdre notre propre identité, on ne sait plus très bien qui on est. Pour ça, il faut être capable, ce n'est pas très lisible sur la gauche, je m'en aperçois, de trouver l'erreur. Apprendre à des élèves à trouver l'erreur. Et c'est de plus en plus difficile. On l'a vu, on a parlé d'images ce matin, mais on parle de texte, on parle de... Mais vous le savez bien, sur les boîtes mail ou sur les boîtes SMS, on reçoit sans arrêt des faux messages. On cherche à nous harponner, comme on dit en français, pour essayer de nous capter et nous envoyer vers des choses qu'on ne souhaite pas. C'est cette recherche de l'erreur qui nous permet, et c'est un apprentissage, ça s'apprend, ça ne va pas de soi, qui va nous permettre de distinguer ce qui va être juste de ce qui va l'être moins. C'est dépasser les apparences, ça a été dit ce matin. Ne nous fions pas aux apparences et à la première lecture d'un texte, relisons. Prenons du recul pour pouvoir aller au-delà de ce qu'on a compris. Ne nous emballons pas sur une lecture trop rapide d'un texte ou l'écoute trop rapide d'un message. C'est vérifier les informations. Les fake news, ça devient une véritable plaie. Il faut absolument que nos élèves, et pas que nos élèves d'ailleurs, les parents d'élèves aussi. Et plus, vous savez bien, plus un mensonge est gros, plus il est cru. Donc, ce sont vraiment des compétences-là qui deviennent de plus en plus essentielles. Apprendre, grâce à la maîtrise de la langue, apprendre à s'exprimer. Exprimer ses sentiments et argumenter, les deux. On devient authentique lorsqu'on est capable d'exprimer ses sentiments. Les sentiments, excusez-moi de cette formule d'un autre âge, c'est pas que pour les filles. Les sentiments, tout le monde en a. Il ne faut pas avoir peur de ces sentiments. Il faut savoir les connaître, les exprimer, les maîtriser, ne pas être victime de ces sentiments. Mais ça fait partie des apprentissages qu'on fait aussi à l'école aujourd'hui. Bien sûr, l'argumentation, j'y reviendrai plus tard. Mais c'est aussi, grâce à la maîtrise du langage, savoir réfléchir. Savoir réfléchir à la fois au niveau collectif, comme on le disait ce matin, on peut être intelligent, plus intelligent à plusieurs qu'intelligent tout seul dans son coin. C'est donc rechercher l'efficacité grâce au collectif et construire en même temps la notion de solidarité. Ce sont des choses qui ne sont pas si évidentes, mais qui doivent se regarder les unes par rapport aux autres. Ce n'est pas parce que je suis solidaire que j'ai perdu mon esprit critique.
On l'a vu à chaque fois qu'il y a eu un mouvement de résistance dans un pays quel qu'il soit. Bien sûr, on appelle à la solidarité. Mais est-ce que en France, au moment de la Seconde Guerre mondiale, il fallait être solidaire avec l'État français ou garder son esprit critique, être avec Pétain ou être avec De Gaulle? Où est le sens de nos valeurs? Comment on exprime nos sentiments d'attachement à la France? Comment on trouve l'erreur du langage qui nous emmène vers autre chose? Et savoir réfléchir pour avoir une forme d'autonomie, à la fois dans nos apprentissages et à la fois dans le travail par la suite. On peut rajouter des compétences, on peut les formuler d'une autre manière. Il me semble que ces éléments-là, qui ne sont pas des éléments de savoir propre, même s'ils vont se nourrir de savoir, doivent être une sorte de fil rouge d'apprentissage pour être capable de faire face aux défis de demain. Que ce soit avec l'intelligence artificielle, que ce soit avec les réseaux sociaux, etc. Je pense qu'avec ces compétences-là, vous pourrez en ajouter si vous le voulez, on a des éléments qui ne sont pas directement tels quels écrits dans les programmes, mais qui doivent être notre fil rouge d'éducation de nos collégiens et de nos lycéens. Du point de vue de la démarche pédagogique, je voudrais attirer votre attention sur trois... Et voilà. C'est bien, j'ai réussi. Sur trois éléments qui font partie des critères de la médiation du professeur Reuven Feuerstein. Merci pour la technique. Et ces trois éléments, pour moi, sont des éléments clés dans la relation pédagogique qu'on entretient avec les élèves. Le premier, c'est ce qu'on appelle intentionnalité, réciprocité. Le petit dessin que vous ne voyez pas si bien, c'est un adulte qui tient un enfant par la main. Ils marchent ensemble, l'un à côté de l'autre. Qu'est-ce que nous voulons faire avec nos élèves? Les traîner par la main, comme on amène un enfant vers quelque chose qu'il n'a pas envie parce qu'on n'a pas réussi à le convaincre, et on est toujours en train de tirer, toute notre vie on le tire parce que tu ne veux pas y aller, ou essayer de partager avec lui notre intention, en lui expliquant où on veut aller, à court terme, à moyen terme, pas à long terme, ça ne sert à rien, mais au moins à court et à moyen terme. Quel est notre objectif pédagogique? Quel est l'objectif de notre trimestre, du mois, selon la tranche d'âge de l'élève? Et de lui expliquer les étapes qu'on va utiliser, de manière à ce qu'il y ait ensuite une réciprocité, c'est-à-dire ils disent, dans son langage à lui, c'est bon, j'ai compris l'objectif, on va y aller ensemble. C'est une manière de dire à l'élève, je ne suis pas en haut de l'estrade et toi tout en bas et tu vas devoir monter jusqu'à moi, mais on va marcher ensemble. Parce que ce qui compte, c'est ton rythme à toi, ce n'est pas le mien. Parce que si je prends mon rythme, vous le voyez, il y a des enfants en bas âge, il y a des parents, ils marchent normalement mais un peu vite et l'enfant ne fait que courir derrière eux. Ce n'est pas une manière d'amener quelqu'un à un endroit. Ce n'est pas efficace. Avec un adolescent, on n'en reçoit que de l'opposition. Par contre, s'il est partenaire, si l'objectif est le même, alors on a peut-être une chance d'arriver ensemble, en même temps, au même endroit qui était l'objectif qu'on s'était fixé, pédagogiquement parlant. Deuxième critère, signification. Il faut donner du sens à ce que l'on fait. C'est-à-dire expliquer pourquoi quelque chose est important et pourquoi autre chose est moins important. À quoi ça va mener? Quelle est la compétence d'après dont on va avoir besoin et qui est la raison pour laquelle on assoit cette compétence aujourd'hui? Ça peut être des tas de choses. On peut apprendre la versification en ayant comme objectif donner et partager avec les élèves, être eux aussi d'être capables de faire un alexandrin.
Alors on va le comprendre parce qu'on va essayer de faire quelque chose. Et on va le comprendre parce que ça va nous permettre de mieux comprendre la pièce de théâtre qu'on va étudier la semaine prochaine, qui, elle, est entièrement écrite en alexandrin. Chaque chose que l'on fait dans notre progression pédagogique, elle a un sens. Elle est reliée avec la suite. Mais on ne le dit pas. Donc pour l'enfant, bien souvent, c'est le programme, c'est ce que nous dit le prof. Il faut faire ça maintenant. Donc on le fait, de bonne ou de mauvaise grâce. Mais on n'est pas partenaire. On subit quelque chose alors qu'on pourrait, en le comprenant, essayer de le faire ensemble. Troisième critère, la transcendance. Chaque compétence qu'on acquiert, elle fait partie d'un objectif plus lointain. On a souvent des réflexions de jeunes par rapport à certaines matières qu'ils doivent apprendre. Pourquoi en mathématiques il faut absolument apprendre, je ne sais pas si ça se fait toujours, je pense, les fonctions affines. On a l'impression que par la suite, on n'en fera rien pendant notre vie. Donc, est-ce que c'est un savoir inutile? Pourquoi on a besoin d'apprendre le COD? On a l'impression qu'après, on va savoir parler et puis on n'en a rien à faire. Pourquoi il faut apprendre certaines dates en histoire? J'avoue que je ne me souviens pas de la date de la bataille de Waterloo, de la défaite de Waterloo. Et pourtant, Waterloo, c'est un concept en français. On a l'impression que c'est la destruction. Mais en même temps, on se dit, mais la date, à quoi elle me sert? Si j'ai besoin de la savoir, j'ouvre mon téléphone, je regarde Waterloo, telle année, tel endroit. Pourquoi on a besoin d'acquérir un certain nombre de connaissances qui seront ensuite à notre disposition? Pourquoi on a besoin d'acquérir un certain nombre de compétences qui seront ensuite accessibles lorsqu'on en a besoin? C'est typique des générations. Je suis d'une génération où lorsqu'on avait un nouvel appareil électronique, on commençait à lire le mode d'emploi. Nos enfants nous rionnaient. Ça va pas, quoi. On lit pas le mode d'emploi. Ça sert à rien de lire le mode d'emploi. Tellement que certains appareils n'ont même plus de mode d'emploi. Tu as besoin de savoir? Tu vas chercher un tuto sur Internet. Et puis tu essayes de toute façon. Et puis si ça ne marche pas, tu trouveras autrement. Mais la solution tuto sur Internet, c'est la réponse à tout. Tu ne sais pas faire quelque chose, tu cherches sur Internet. Tu as une panne de frigo, tu cherches sur Internet. Il y a forcément quelqu'un qui a eu la même panne. Donc pourquoi apprendre certaines choses? On a l'impression que c'est un savoir inutile. Il est fondamental d'expliquer aussi nos objectifs lointains, qui sont des objectifs qui transcendent la tâche qu'on est en train de faire, avec des formules mathématiques, avec des formules de physique ou de chimie. On apprend à raisonner, on apprend à construire notre pensée. Avec des dates historiques, on essaye de comprendre les ressorts de différents événements qui vont nous permettre de mieux interpréter le temps actuel. Mais si on ne le dit jamais, et vous pourrez trouver encore plus d'exemples que ce que je viens de vous dire. Vous en avez tous en tête. Mais on ne le dit jamais. C'est tellement évident pour nous qu'on ne le dit pas aux élèves. Alors ils ont l'impression qu'ils apprennent pour rien. Juste pour avoir une note pour passer dans la classe suivante et petite pète éventuellement qui va nous amener jusqu'au bac. Mais le bac, ce n'est pas un objectif final. C'est juste un diplôme de transition vers une autre compétence qui est encore plus grande. Très bien, tant mieux. Tant mieux s'il l'exprime et si vous arrivez alors. Mais ce que je veux dire, ça devrait être un a priori chez nous, qu'on n'ait pas besoin d'attendre qu'il l'exprime, parce que certains ne l'exprimeront pas. Mais qu'on puisse l'anticiper, leur dire d'emblée. Il y a des objectifs qui dépassent la tâche, qui dépassent même l'année, qui sont des objectifs pédagogiques pour vous, dans votre formation
de citoyen et votre formation intellectuelle. Tout ça pour planter le décor avant d'arriver à ce que je voudrais voir avec vous. Des pistes pour enseigner autrement. Peut-être que certaines, vous les utilisez déjà, et tant mieux. On va les détailler chacune, pour essayer de montrer dans chacune de ces pistes comment l'enseignant se positionne. Chacune de ces pistes n'est pas une recommandation pour ne faire que ça. La classe inversée, ça ne peut pas se faire, en tout cas pas aujourd'hui et pas facilement, du début de l'année à la fin de l'année. Choisissez un moment pour le faire. Choisissez un sujet pour le faire, de manière à permettre à vos élèves à ce moment-là de développer d'autres compétences. Et on finira évidemment par la prise en compte de l'IA dans l'enseignement et on rebondira sur le dialogue de ce matin. Première chose, ce qu'on appelle l'apprentissage basé sur des projets, c'est probablement ce qui vous est le plus commun. Il s'agit de mettre les élèves en situation d'exploration, de recherche, de montage d'un projet. Il s'agit de leur donner une ouverture en prise directe dans la confrontation au savoir. Il y a de nombreux exemples qui ont été donnés. C'est vrai que ça s'utilise aussi beaucoup en primaire, mais ça peut se faire en secondaire. Ça se fait typiquement dans les projets autour de la mémoire de la résistance ou autour de la Shoah, lorsqu'on se lance dans une démarche de recherche. On le voit dans le prix Corin, c'est typiquement ça. C'est-à-dire on part d'un point ou d'un événement ou d'une rencontre et les enfants vont se mettre en démarche de recherche. Je me souviens d'un prix dans le cadre de prix de la mémoire de la Shoah qui avait été décerné à un collège de Paris, un collège non juif, qui s'intitulait « Ils habitaient dans notre rue ». C'était parti d'une petite plaque sur un mur de l'école ou d'un bâtiment à côté de l'école. Et en fait, où il y avait des noms, et l'enseignant d'histoire avec l'enseignant de français, on a profité pour faire une exploration. Comprendre et enseigner la Shoah en apportant toutes les données essentielles de la montée du nazisme, des rafles, de la collaboration autour de Drancy et de la déportation, etc., à partir de faits proches. C'était le collège Françoise Dolto, je crois que c'était dans le 10e ou le 20e à Paris, peut-être le 20e. Population très bigarrée, qui n'avait aucune notion de ce que pouvait être l'histoire de la Shoah. Ce n'était pas une histoire qui leur parlait d'emblée. Et en même temps, ils sont partis d'un fait. Là où était construite l'école, il y avait des habitations et il y avait un certain nombre de familles et d'enfants juifs qui ont été raflés, puis déportés à Drancy et à Auschwitz. Il y a tout un travail de recherche dans les archives, dans des documents historiques, de reconstruction, où là, l'enfant, l'élève, devient lui-même collaborateur avec d'autres. Il réfléchit de manière critique par rapport au croisement d'informations. Il va prendre des initiatives. Il est non pas inventeur de son savoir, mais il découvre des savoirs connus qu'on aurait pu lui donner d'emblée, mais il va les découvrir dans le cadre de sa propre recherche collective de l'ensemble de la classe. Évidemment, vous ne pouvez pas faire ça tout au long de l'année. Mais en même temps, parce que sinon vous ne finiriez jamais le programme, parce que ça prend 2 fois plus de temps. Il y a tout un travail de la part de l'enseignant pour être un accompagnateur, parce qu'il doit répondre à la demande de l'élève, à sa demande de connaissance, mais pas être celui qui va donner d'emblée tout le cadre, sinon il déroule son cours, ça n'a aucun intérêt. Il doit être une sorte d'accoucheur au niveau dans le sens de la maïotique de Socrate, c'est-à-dire celui qui va amener les enfants à réfléchir et à se rendre compte de ce qui s'est passé, parce que c'est l'histoire d'enfants qui pouvaient avoir le même âge et qui habitaient justement dans cet immeuble, là où est
à l'emplacement où est construite l'école maintenant. L'enseignant est bien détenteur d'un savoir, mais il devient ici le référent, celui qui va indiquer la bonne lecture. L'enseignant n'est pas obligé de faire croire qu'il sait tout, qu'il a tout dans son cerveau. Ça n'existe plus aujourd'hui. On n'est pas à l'époque de Léonard de Vinci où on pouvait être un savant universel. Les savoirs se sont tellement démultipliés, tellement spécialisés qu'on ne peut plus savoir la totalité du savoir de notre époque. Mais on peut savoir où chercher, interpeller tel ou tel spécialiste sur un point bien précis qui va être important dans notre recherche. On est donc dans une posture pédagogique très différente qui va permettre de développer l'esprit de recherche, la vérification d'informations, l'esprit critique par rapport à des photos, ne pas se fier à la première impression, toutes les compétences qu'on a pu, en tout cas une partie des compétences qu'on a pu voir dans la dia précédente. On est donc là dans un travail qui va demander de l'enseignant de devenir un peu animateur de la dynamique, parce que ça va être une dynamique un peu différente de sa classe habituelle, et un travail sur la gestion du temps, parce qu'on peut étaler ça sur toute l'année et ne rien faire d'autre. Mais il faut aussi faire d'autres choses. Donc il va falloir construire un fil rouge avec un temps dédié tout au long de l'année pour pouvoir construire ce savoir avec un enfant que l'on ne sera pas en train de tirer derrière nous, mais qui marchera à côté de nous. La classe inversée, vous connaissez, ce n'est pas un concept nouveau. J'avais un oncle qui, quand j'avais 12-13 ans, vivait au Canada et me dit « Mais tu sais, moi j'ai réussi toutes mes études en lisant les chapitres des leçons avant d'aller en cours. » Il avait presque fait une sorte de classe inversée. Il apprenait la leçon avant d'aller en cours et du coup, il avait des questions pertinentes à poser à son prof. Aujourd'hui, la classe inversée, c'est toujours dans cette même démarche. Mais ça nécessite pas simplement de donner le manuel à l'élève et de le lire, parce que c'est quand même un peu ardu et c'est pas évident, mais de lui permettre de travailler sur des sources qu'on aura choisies, d'avoir un travail indépendant, un travail de recherche, d'analyse, d'interactivité avec les apprentissages. Parce qu'il s'agit, quand on revient en classe, non pas tellement de vérifier de manière frontale qu'est-ce qu'ils ont appris ou pas compris, mais d'évaluer en mettant en situation les élèves pour qu'on puisse, sans que ce soit forcément une évaluation notée, mais qu'on puisse compléter leur apprentissage. Là aussi, on ne fait pas ça toute l'année, même dans une même matière. On peut faire ça de temps en temps, sur certains sujets, où on pense qu'on a les bons textes, les bonnes références, les bons sites Internet qu'on va leur conseiller d'aller voir, parce qu'il faut l'utiliser, cet Internet, si ça a une valeur. De manière à ce que, peut-être que ce sera en cours de chimie ou de physique qu'on va expérimenter de manière concrète ce qu'on a préappris en quelque sorte, ce qu'on a découvert dans le cadre d'un travail individuel chez soi. Et peu importe le support qu'ils utilisent, ce qui compte, c'est qu'ils puissent faire le lien entre le savoir issu de la recherche avec l'expérimentation, avec la mise en pratique. Ça peut se faire en français, ça peut se faire en langue, ça peut se faire dans toutes les matières si on le souhaite. En histoire-géographie. Il s'agit ensuite de reconnecter les choses, de montrer qu'en fait, l'enseignant, s'il n'est pas le seul dispensateur de savoir, est celui qui est le plus fiable
est le meilleur facilitateur pour arriver vers un savoir savant et un savoir de qualité. Là aussi, l'enseignant change de posture. Ce n'est plus sa parole qui est la source de la connaissance, mais sa parole, c'est celle qui va permettre de valider la bonne connaissance de la mauvaise connaissance. De ce qu'on avait cru comprendre, mais finalement qu'on n'a pas complètement compris. On travaille plus sur l'erreur, sur l'esprit critique, sur l'illusion de la compréhension au premier regard, plutôt que sur l'apprentissage, avec plein de guillemets, un peu rabâchage de ce qu'on a appris en classe. On en fait un élève plus actif, plus partie prenante de ses apprentissages, mais ça nécessite du prof une plus grande maîtrise du sujet. Parce qu'il faut être capable de répondre à toutes les questions. Donc il faut choisir le sujet sur lequel on est complètement à jour. Il faut être aussi capable d'indiquer les bonnes sources éducatives, numériques, adaptées à l'élève pour qu'il trouve les bonnes références. On ne va pas lui dire simplement, il ne s'agit pas de faire un exposé et de lui dire, prends le sujet que tu veux, cherche où tu veux et viens avec ton exposé. Non, il s'agit d'un vrai apprentissage cadré. Où voilà les références de ta recherche, tu vas aller regarder telle vidéo, tu vas lire tel texte, et après, on va tous ensemble vérifier, reformuler tous ensemble au niveau de la classe. Pas simplement, comme une fois j'ai vu un prof qui avait mal compris la classe inversée, il donnait les leçons aux élèves dans le manuel, et après, quand vous revenez, je répondrai à vos questions. Il n'y avait pas de questions. Ah, ils ont tout compris alors. Donc, je peux passer au sujet suivant, donc je peux parler d'autre chose. Ils ont tout compris puisqu'ils n'ont pas de questions. En fait, ils n'avaient rien compris, ils n'avaient pas vraiment fait le travail, et ils n'osaient même pas poser de questions, parce que de toute façon, lorsqu'ils posaient des questions, ce n'était pas un bon prof, pas comme vous, bien évidemment. Le prof leur disait, mais vraiment, tu n'as pas été capable de trouver la réponse par toi-même. C'est que tu n'as pas assez réfléchi. Va réfléchir un peu. Ça, ce n'est pas de la classe inversée. Ça, c'est du ratage pédagogique complet, parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée, et surtout, il n'y a pas de valorisation de l'enfant dans une situation d'apprentissage. L'auto-apprentissage guidé, c'est des choses que vous connaissez aussi. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi en élémentaire, et qu'on peut faire en secondaire. C'est rendre l'élève dans le cadre d'un groupe de travail. Ce n'est pas forcément seul, mais c'est dans le cadre d'un groupe de travail, d'un travail en sous-groupe, permettre à des enfants de réfléchir ensemble, d'étudier ensemble un passage, un texte, quel qu'il soit, et pouvoir ensuite, dans des situations d'apprentissage adaptées, pouvoir recentrer, revalider, réfléchir. C'est aussi un peu le système de la chavruta dans la yeshiva, c'est-à-dire on prépare un texte ensemble, on l'étudie, et puis après, il y a le maître qui vient, qui va nous donner raison, compléter notre apprentissage, nous donner tort lorsqu'on a mal lu et qu'on n'a pas bien compris le texte, mais ça donne une forme d'autonomie. Ça favorise l'autonomie de l'élève dans ses propres apprentissages. Il n'a pas l'impression de dépendre en tout et pour tout du maître, de l'enseignant, quel qu'il soit, en collège ou en lycée. Donc avec une posture enseignante très différente, puisqu'il est plus accompagnateur, guide, que dispensateur de savoir, même si il est la référence ultime du savoir qu'on doit acquérir. On ne l'enlève pas. Simplement, on ne met pas l'intensité de son action sur la transmission du savoir, mais plutôt sur la validation, sur l'acquisition. Et vous savez bien, ce qu'un élève va comprendre par lui-même en premier, il le mémorisera mieux que si ça sort de notre cours. Répondre à une question qu'il se pose lui vaut toujours mieux que répondre à la question que le prof pose. Ça n'a jamais aidé aux apprentissages. Ça nous fait plaisir. Ça nous fait patienter lorsque les élèves ne trouvent pas. Ça nous valorise. Vous savez pas, vous n'avez pas trouvé la réponse à la question que je vous ai posée. Ce sont des enfantillages, j'en ai plus là. J'espère. Je suis persuadé. Mais c'est très important de
partager un questionnement et de le faire émerger chez les élèves, parce que c'est ça qu'ils vont mémoriser le mieux. Et plus on est dans un auto-apprentissage guidé, plus ce sera le cas. Évidemment, les outils du numérique. Par rapport à ce qui s'est dit ce matin, sur le fameux problématique du téléphone, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le professeur Bentolila et avec Jean-Luc Blanquer. Je pense que lorsqu'on fait disparaître à l'école les portables, on a juste déplacé le problème, on n'a rien résolu. Et surtout, on n'a aucun contrôle sur leur utilisation de portable. Leur apprendre à l'utiliser, à le sortir à bon escient, au bon moment, et à le ranger quand il n'y en a pas besoin, c'est 10 fois mieux. Parce que ce qu'on doit leur apprendre, c'est... Si, mais vous savez très bien que les parents, comme nous, sont dans la même difficulté. Vous l'avez dans la main, moi je l'ai dans la poche, on a tous des portables et on n'est pas forcément mieux éduqués par rapport à notre propre utilisation. Donc, oui, mais eux, ils sont nés avec. Donc c'est 10 fois plus difficile. Et on ne peut plus attendre aujourd'hui que ce soit la seule responsabilité des parents. Ah, mais bien sûr. C'est pour ça que, pas forcément, si vous voulez, il vaut mieux apprendre une bonne utilisation du portable que croire que on peut les éliminer complètement. Des périodes sans, si, c'est pour ça que je disais tout de suite, il y a un temps pour le ranger et il y a un temps pour le sortir et l'utiliser de manière pédagogique. Quand vous avez préparé un test, une sorte de QCM sur Kahoot, par exemple, bah vous pouvez le dire, bah maintenant vous sortez vos portables. On va l'utiliser de manière pédagogique. On a des choses positives à faire avec le portable et vous allez répondre en direct à mon interrogation, vérification des connaissances depuis le début du cours avec Kahoot, parce que je l'ai préparé chez moi, les questions elles sont prêtes et on va pouvoir faire des mini-sondages, combien ont répondu, ont trouvé la bonne réponse, etc. Il y a des choses où il faut qu'on apprenne à domestiquer l'animal. Sinon, l'animal prend le mors aux dents et on ne maîtrise rien. Donc nous ne sommes pas les seuls éducateurs au numérique et au portable, vous avez raison, mais dans le cadre qui est le nôtre, il faut qu'on leur montre aussi ce qu'on peut en faire de positif. Ça peut être, j'ai donné un exemple d'une plateforme que les enseignants connaissent bien, mais il y en a d'autres. Mais je dirais que leur apprendre à choisir les bons moments, et vous avez raison, des moments sans, des moments avec. À la maison, ça va être le moment du repas, on pose nos portables, mais il faut que les parents le posent aussi. Parfois, ils ne le posent pas. Et du coup, on est dans l'incohérence. Mais le moment du repas, on pose le portable. Ceux qui font Shabbat, ils ont la chance de pouvoir le poser pendant un jour. Et c'est un peu un sevrage, c'est comme pour les gens qui fument. Arrêter de fumer pendant 24 heures, c'est pas simple. Mais il y a cet apprentissage. Je dirais, on ne peut pas passer la balle l'un à l'autre. Il faut que tous ensemble, on fasse notre partie du travail. On ne va pas remplacer la mission des parents, je suis bien d'accord avec vous. Mais nous, on doit faire la part qui est la nôtre. Et le bon usage des portables, ça peut s'apprendre aussi à l'école. C'est ça que je veux dire. Mais ce n'est pas du jour au lendemain, ça se travaille. C'est aussi une valorisation quand on fait une recherche. Comment on recherche avec un téléphone, si on veut rechercher un mot de vocabulaire, une traduction ou quelque chose, pourquoi pas? Mais apprenons à l'utiliser plutôt que d'essayer de le cacher et de le mettre en sourdine. Mais vous avez raison qu'il ne faut pas penser qu'avec le portable. Mais en même temps, c'est un outil qu'on n'effacera pas de notre univers dans les années qui viennent. Au contraire. Donc on a vécu sans. C'est difficile aujourd'hui, dans la pression médiatique professionnelle, vous verrez. Vous êtes enseignant, ça va encore. Quelqu'un qui travaille dans une entreprise, il est obligé de dire à son patron, après telle heure, je ne réponds plus à vos messages. Sinon, c'est jour et nuit.
Parce que dès qu'on a une idée, ah, j'envoie un message. Mais il est peut-être 2 heures du matin, toi tu dors pas, mais l'autre il dort peut-être. Or, pourtant, ça va faire bip sur son téléphone. Hein? Oui, oui, c'est pareil avec les parents. Donc, il faut que nous, collectivement, on apprenne qu'il y a des temps pour, il y a des temps avec, il y a des temps sans, et qu'on arrive à trouver la bonne utilisation. Ensuite, il y a des plateformes qui peuvent être éducatives. Il faut savoir de plus en plus utiliser un tableau numérique. Ça fait partie de l'environnement scolaire et ça en fera de plus en plus partie. Certains ont encore du mal à allumer un ordinateur. Je pense que ce n'est pas votre cas, sinon vous ne seriez pas là. Mais certains ont du mal à envoyer un mail. Mais des adultes enseignants, ils ont l'obligation de se former. C'est une compétence qu'ils doivent partager avec leurs élèves. Ils ne seront peut-être pas aussi virtuoses. Ce n'est pas grave. On doit être capable de faire un minimum avec un appareil, un outil numérique, quel qu'il soit aujourd'hui, en tant qu'enseignant et éducateur. La place de l'IA dans l'enseignement. Regardez. J'ai l'habitude de dire, on n'arrête pas un train lancé à toute vitesse. On n'arrêtera pas l'intelligence artificielle. Je ne suis même pas sûr que les moratoires qui sont lancés en ce moment arrêteront quoi que ce soit. Parce qu'on le sait bien, pour tout, il y a toujours des gens qui ne le respectent pas, des pays à l'autre bout de la Terre qui ne le respectent pas, et de toute façon, ça ne fonctionne pas. Par contre, l'intelligence artificielle nous lance un défi. Est-ce qu'on sera suffisamment créatif pour déplacer nos exigences et nos systèmes d'évaluation? Si en primaire, je déplace le questionnement, si en primaire, quand on apprend l'addition, ce qui compte, c'est le résultat. En lycée, il me semble qu'en mathématiques, ce qui compte, c'est le raisonnement. C'est-à-dire comment, étape par étape, l'enfant a été capable de poser ses équations comme il faut. Et si jamais le résultat numériquement est faux, à la limite, c'est pas grave, il y a une erreur de calcul quelque part. Mais si le raisonnement il est bon, c'est ce qui compte. Là, avec l'intelligence artificielle, on est un peu dans le même type de difficulté. Si on continue à exiger de nos élèves les mêmes choses qu'avant, qui peut être fait par une intelligence artificielle, on n'évaluera rien. On ne va pas évaluer ChatGPT, ça n'a aucun sens. Ça veut dire qu'il nous faut déplacer nos exigences d'évaluation. Ça peut être sur la compréhension, ça peut être sur de l'analyse, ça peut être sur l'esprit critique par rapport à un texte, comment on repère qu'un texte il est d'intelligence artificielle ou qu'il est d'intelligence naturelle, ça peut être des tas de choses. À nous à inventer dans chaque matière le bon axe d'évaluation. Mais on ne peut plus continuer avec les mêmes critères. Parce que dans 10 ans, ces critères auront été balayés. Je vous le disais tout à l'heure avec mon histoire de la règle à calcul. Ce n'était pas dans le livre, lui, il parlait de la calculatrice. 2 ou 3 années après mon bac, la calculatrice était autorisée au bac. La calculatrice non programmable. Juste pour que le calcul soit bon, numériquement après. Mais quelques années après, on a accepté tel modèle de calculatrice, programmable de telle manière, mais pas tel modèle parce qu'il était trop programmable, etc. On est obligé de déplacer nos critères. Là, on est face à la même chose. On n'empêchera pas l'intelligence artificielle d'avancer. On peut demander d'autres choses. C'est à nous d'être créatifs. C'est à nous de l'inventer, de faire un pas de côté. Le poème que j'évoquais tout à l'heure,
L'intelligence artificielle le fera mieux que moi. Je ne suis pas spécialement poète, je sais un peu écrire, mais pas de la poésie. Écrire un texte en prose, peut-être j'arriverai à m'en sortir, mais je ne suis pas poète. Donc si l'intelligence artificielle le fait mieux que moi, oui. Mais est-ce que, au bout du compte, ce qui va compter, c'est la forme de poème qui ne me ressemblera pas, même si, alors je le trouverai beau, mais ce ne sera pas moi, comme Cyrano? Ou est-ce qu'il compte, c'est que mes mots à moi expriment exactement ce que j'ai envie de dire, c'est-à-dire que mon éloquence, je peux la développer. Mon argumentaire, je suis capable de le structurer. Alors je peux chercher de la connaissance ailleurs, je peux chercher des compétences ailleurs, mais au bout du compte, ce qui va compter, c'est comment je suis capable de raisonner, d'avoir un argumentaire. Ça change tout. Parce qu'on a vu tout à l'heure, l'esprit critique et l'argumentaire, c'est la maîtrise du langage. Dans le grand oral au bac, ce n'est pas un grand oral littéraire. On n'est pas censé nous demander d'avoir un style travaillé. On est censé nous demander d'être capable de défendre des idées sur une problématique qu'on a travaillée, qu'on a pris le temps d'approfondir et de l'exprimer de manière persuasive. On est dans un autre type de compétence. Si je cherchais simplement la manière de bien le dire, oui, je ChatGPT, la difficulté n'est pas de l'interroger, c'est de faire le bon prompt. Parce qu'avec un mauvais prompt, vous tombez à côté. Ensuite, même avec un bon prompt, vous risquez d'avoir des informations erronées, donc il faut garder un esprit critique. Vous l'avez probablement tous essayé. Quand on demande des choses trop vagues, on tombe à côté. Et puis, ChatGPT, ce n'est pas un moteur de recherche. Si vous voulez vraiment avoir une information, utilisez un bon moteur de recherche, plutôt que ChatGPT, qui est une manière de produire du texte en s'enrichissant des différents textes. Mais ça dépend de l'information jusqu'à quelle date on lui a donné à manger. Parce que si vous voulez une information sur la dernière actualité de la veille, il ne saura pas. Ces informations n'ont pas encore été rentrées dans sa mémoire et dans son data, donc il ne sait pas les utiliser puisqu'il ne les a pas. Il faut savoir utiliser aussi un outil pour ce qu'il est. Alors oui, vous pouvez lui demander de vous faire la synthèse de tel livre. C'est le profil de l'œuvre d'autrefois. Hein. On l'achetait, on peut l'avoir gratuitement sur ChatGPT. Pourquoi pas? Vous pouvez aussi, pour connaître une œuvre, regarder la pièce qui correspond. Au lieu de lire l'avare, vous pouvez voir la pièce de l'avare. Pourquoi pas? Après, quel est votre objectif pédagogique? Quelles compétences vous voulez atteindre? L'histoire de l'avare, il le connaîtra, parce que s'il a lu le profil de l'œuvre ou s'il a vu la pièce, il connaîtra l'histoire. Il pourra vous la raconter. Mais c'est ça votre objectif d'évaluation? Pas suffisant. Donc, quel va être votre objectif d'évaluation que seul lui, en tant qu'humain, peut faire? Est-ce qu'une transposition dans la vie moderne, il pourrait le faire? Peut-être. Mais qu'est-ce que vous voulez que l'enfant sache au-delà de sa culture? Pourquoi on étudie l'avare de Molière en classe de collège, j'imagine? Pourquoi vous voulez enseigner ce texte? Il y a les objectifs de l'éducation nationale, il y a un programme, il y a des œuvres qui sont recommandées, etc. Mais ça fait partie de la culture générale. Bien, votre objectif n'est pas que de la culture générale. C'est d'utiliser la culture générale pour apprendre à penser, pour apprendre à critiquer, pour apprendre à se forger un argumentaire et avoir une opinion personnelle par rapport à une situation, de comprendre ce que c'est que le rapport à la matérialité, le rapport à l'argent, ce que c'est que la solidarité, ce que c'est que la générosité. Vous finirez la liste sans moi. Quelle est la compétence que vous voulez développer quand vous donnez une tâche? C'est ça qu'il nous faut absolument travailler, et il faut être créatif sur le fait que il faut faire un pas de côté.
sortir de son habitude d'évaluation pour trouver une évaluation qui correspondra à la compétence de votre élève et pas à celle de ChatGPT. ChatGPT, vous la connaissez. Il est capable en quelques secondes de vous produire des textes sur plein de choses. Mais en même temps, il y a des choses qu'il ne sait pas faire. Si vous ne l'avez pas lu, lisez le livre de Raphaël Enthoven, où il raconte comment il a comparé un devoir de philosophie qu'il a écrit lui par rapport à celui de ChatGPT. Il y a une dimension humaine qu'il nous faut renforcer, mettre en valeur. C'est ça notre plus-value aujourd'hui. C'est ça qu'on doit préparer pour l'avenir et pas simplement être dans une démarche de se dire « je vais me lutter contre ». Vous perdrez. Il a des facilités que l'humain n'a pas, mais en même temps, il n'est pas un humain. Donc il y a des choses qu'il ne sait pas faire. Lui, faire un pas de côté, il ne sait pas faire. Il ne peut faire que ce pourquoi il a été programmé. Il ne peut gérer que les informations qu'on lui a données à absorber. Alors bien sûr, on lui en a donné des milliers. Même peut-être plus. Donc il a une masse de connaissances énorme, mais il fait des discriminations par rapport à un algorithme. Il n'a pas de sentiment par rapport à ça. Il n'a pas d'esprit critique par rapport aux informations qu'il a lui-même absorbées. Ce n'est qu'une machine géniale, rapide, efficace pour certaines choses et totalement inefficace pour d'autres. Donc il nous faut à chaque fois, et on parle de ChatGPT qui est un dispositif générateur de texte, mais il y a d'autres outils en intelligence artificielle qu'on utilise aujourd'hui. Certains ont été évoqués ce matin. Donc il faut bien comprendre que nous devons impérativement utiliser ces outils à bon escient et apprendre à nos élèves à les utiliser à bon escient. Mais commençons par les utiliser nous-mêmes. Parce que là, on va mesurer leurs compétences. Là, on va mesurer leur efficacité et se rendre compte qu'il y a des fois où on est complètement à côté. Le numérique, les nouvelles technologies, on ne va pas pouvoir s'en passer. Elles seront dans la classe demain, dans 10 ans. Vous travaillerez avec. N'attendons pas 10 ans, commençons maintenant. Réfléchissons à comment déplacer nos exigences en visant plus haut, plus complexe, plus difficile, en changeant d'attente vis-à-vis des élèves, en redéfinissant nos objectifs pédagogiques, parce que c'est le seul moyen que nous avons de pouvoir tirer profit de la technologie au lieu de risquer de nous mettre sur le bas-côté. Ah. Non, il manque un mot. Ah, il n'apparaît pas. C'était écrit, donc le fond était différent dans mon ordinateur. Et demain, vous le voyez un petit peu, moi je ne le vois pas. L'histoire de l'école dans 10 ou 20 ans reste à écrire. C'est à vous de l'inventer dès maintenant. N'attendez pas que ça vienne d'ailleurs. Vous pouvez changer votre manière d'enseigner. Faites-le, ça vous donnera un ressourcement, une dynamique à l'intérieur de votre cours. Vous lutterez contre la lassitude de l'enseignement, mais comprenez que ces manières différentes de percevoir le cours ne sont là que pour vous aider, vous aussi, à faire la transition vers le monde qui est en marche. On n'arrêtera pas ce monde. On ne va même pas le ralentir. Donc essayons de monter dans ce train qui est lancé pour en faire quelque chose de positif avec nos exigences, avec nos critères humains de pédagogie. Tout en maintenant, et c'est le grand écart qu'on doit faire aujourd'hui, tout en maintenant les exigences de l'éducation nationale. Parce que l'éducation nationale a toujours un retard sur la modernité. C'est valable dans les sciences, c'est valable dans les savoirs savants de manière générale. On sait qu'il y a un retard de 10, 20 ans, parfois plus. Au niveau pédagogique, c'est la même chose. Le temps que les programmes changent, vous aurez pris de l'âge. Mais, et vos élèves aussi, ils auront peut-être déjà passé le bac. Mais vous, vous devez les préparer maintenant. Parce que, je disais la semaine dernière à des lauréats d'une formation d'enseignants, c'était en Kodesh, mais c'est la même chose, vous devez préparer vos élèves à de la flexibilité.
ils ne vont pas faire toute leur vie le même métier. C'était encore le cas dans notre génération, on avait l'impression qu'on évoluait mais dans le même domaine. Aujourd'hui, ils vont changer 2 à 3 fois dans leur carrière. C'est la réalité, le monde change. Il faut changer avec lui. Ils apprendront de nouvelles choses. Les compétences qu'on doit leur faire acquérir, c'est aussi cette mobilité, cette réactivité par rapport à un monde qui change très rapidement. Il nous faut en avoir conscience. Vous serez peut-être encore enseignant dans 20 ans, mais vous ne serez pas le même enseignant. Les classes, les exigences des élèves ne seront pas les mêmes. Déjà, si vous regardez 10 ans en arrière, elles ne sont plus les mêmes. Il faut avoir conscience de ce changement et essayer de l'accompagner, de s'inscrire dans ce changement en changeant nous aussi de regard. Donc l'école de demain, personne ne peut la prédire complètement. Elle va se construire devant nos yeux. C'est à vous de l'inventer, c'est à vous, chacun dans votre classe. C'est pas, n'attendez rien de l'éducation nationale là-dessus, ils arriveront en retard. C'est pas de leur faute, c'est le système qui veut ça, il est forcément lent. Et ce qui vient d'en haut n'est pas le plus efficace. Donc, c'est à la base que ça doit émerger pour essayer de construire l'école de demain. En essayant d'enseigner autrement les mêmes savoirs, les mêmes connaissances. Il ne s'agit pas de changer, de dire ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui. Il s'agit de changer de posture progressivement en essayant d'autres choses. Il doit y avoir des micros dans la salle, j'aimerais bien. J'ai parlé trop longtemps, je devais m'arrêter en cours de route et ça ne s'est pas fait. Donc si vous voulez réagir, poser des questions, voilà. N'hésitez pas, vous avez le droit de penser autrement, vous avez le droit d'enrichir ce que je viens de dire, tout est possible. Personne n'a la science infuse. Alors, simplement, voilà, présentez-vous pour que je sache qui vous êtes et quelle matière vous enseignez. Alors, je m'appelle Réjeanne Drey, je suis professeure documentaliste. Alors, tout ce que vous avez dit depuis ce matin et puis au début de cet après-midi, alors moi, ce que j'ai repéré beaucoup de compétences, beaucoup d'éléments qui font partie, en fait, du référentiel des professeurs documentalistes. Donc, ce qui me paraît important, ce serait que le CDI, que les professeurs documentalistes soient pleinement intégrés dans cette démarche qui, en fait partie intégrante depuis des années. La recherche d'informations, la sélection, l'acquisition d'un esprit critique, c'est au cœur de notre métier, et cela depuis l'émergence de ce nouveau métier. Voilà ce que je voulais dire. Tout à fait, vous avez raison de le souligner, on ne le fait pas assez. Merci. Devant. Alors, Audrey Felous, directrice du collège Aleph et professeure de français. Alors, c'est en tant que professeure de français que je vais surtout prendre la parole. Pour rebondir sur les 2 points, les points 2 et 3 de la méthode Feuerstein, intentionnalité et transcendance. Et sur le fait que cette transcendance, justement, on a tendance à beaucoup l'oublier. Et on est dans une réduction utilitaire du savoir. Nos élèves, tout le temps, pourquoi quand j'ai donné l'exemple du COD, ce n'était pas pour rien. Pourquoi je vais apprendre la grammaire si j'interroge 200 adultes qui ont très bien réussi dans la vie, ils ont tout oublié de l'attribut du COD. Alors moi, je leur donne l'exemple des Coréens qui apprennent le Talmud et qu'en fait, c'est justement une démarche intellectuelle qu'on essaye de mettre en place et pas une acquisition d'un savoir utilitaire. Et que ça, c'est pour la vie, ça peut nous servir pour la vie. Et pour rebondir sur en fait, la réflexion d'aujourd'hui, moi j'ai l'impression que c'est juste la forme qui change, mais la réflexion sur notre métier est la même. Et j'avais, même il y a 10 ans, il y a 20 ans, l'habitude de dire à mes élèves, vous n'êtes pas des automates. Vous n'allez pas trouver une réponse en appuyant sur un bouton. Je ne veux pas que vous ayez une caisse à outils avec des réponses toutes prêtes. Et je reprends encore dans ma matière des exemples. Le deuxième verbe est à l'infinitif. Alors on leur apprend pendant des années que s'il remplace par faire, c'est à l'infinitif, sinon non. Mais on ne leur donne pas ce temps de réflexion. Je me rappelle qu'il y a quelques années, on avait fait « Attends, je réfléchis » et de réflexion sur l'apprentissage.
Et en fait, l'intelligence artificielle va majorer cette importance de cette réflexion, prendre du recul, analyser et pas essayer de répondre comme un automatisme qu'on nous a appris avec des recettes qui finalement ne marchent pas. Donc est-ce que c'est pas le plus essentiel, c'est pas ce recul qu'on doit leur apprendre à prendre, même si on ne maîtrise pas autant qu'eux le numérique parce qu'ils sont nés dedans, mais leur dire voilà, c'est pas magique, rien n'est magique et rien ne remplacera votre réflexion en essayant de prendre des exemples concrets et des expériences réfléchies par l'enseignant. Mais cette mise à distance pour se dire bon, je ne suis pas là en train de réciter quelque chose qu'on m'a appris comme une recette, mais je suis toujours obligée de prendre du recul et d'essayer de comprendre ce que j'apprends. Oui, mais je dirais c'est pas suffisant. Je peux prendre du recul, mais qu'est-ce que je fais quand je prends du recul? Comment, par rapport à une fake news, j'émets un doute, mais en même temps, tant que je ne me suis pas aperçu que c'est une fake news, tant que je n'ai pas travaillé dessus pour l'identifier, bah, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. On le voit avec les théories du complot. Nous, on a le sentiment que c'est pas sérieux, quoi. Ça tient pas, la théorie du complot. Mais il y a plein de gens qui pensent qu'il y a un complot. Et c'est pas des idiots. Donc, qu'est-ce qui leur manque comme outil de connaissance ou intellectuel ou comme posture? La prise de recul, c'est la première étape. Mais après, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je mets dans ce recul? Comment je nourris cette prise de recul pour être capable de retomber sur un équilibre et sur une posture constructive? Oui, complètement à gauche d'abord, et après au milieu. L'ordre dans lequel j'ai vu les mains se lever, hein, ce n'est pas forcément un ordre absolu. À gauche complètement. Il y avait autre chose, je n'ai pas vu? Après. Voilà, deuxième. Attendez avec le micro, sinon moi je ne vous entends pas du tout. Oui, bonjour. En fait, vous dites... vous êtes prof de quoi? Professeur de mathématiques. Très bien. Yavenay. Yavenay. Vous dites qu'il faut moderniser en fait notre enseignement avec l'IA et vous dites qu'il faut faire preuve d'imagination. Est-ce que vous avez des pistes? Parce que quelles sont les solutions que vous suggérez? Puisque vous avez plus d'expérience que nous, donc je voulais savoir si vous avez des solutions, des pistes. Alors, des solutions ou des pistes comme ça, non, je ne vais pas vous en donner aujourd'hui. On est en train de préparer justement des formations, d'abord pour des directeurs, ensuite pour des enseignants, sur la bonne utilisation de l'IA en classe. Et comme je ne suis plus en classe depuis un certain temps, je ne vais pas prétendre que j'ai expérimenté quelque chose. On connaît des dispositifs, mais en fait, c'est pas... Je reviendrai juste sur le... Il ne s'agit pas de moderniser. Pour moi, il ne s'agit pas... C'est pas de dire que ce qu'on fait est dépassé. C'est que c'est plus adapté. C'est plus adapté, c'est pas la même chose. Plus adapté, c'est moins péjoratif que dépassé. Je pense qu'il faut qu'on arrive à changer de posture et de système d'évaluation. Et c'est vrai qu'en mathématiques, il va falloir faire preuve de créativité. Je ne vais pas vous donner d'exemple aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est que voilà, dans les mois qui viennent, d'ici l'été, j'espère, on pourra vous proposer des formations avec des enseignants de terrain qui utilisent l'IA en classe. Pour que ce soit plus concret, je n'ai jamais enseigné les mathématiques, donc je ne vais pas me lancer là-dedans, dans cet exercice périlleux. Oui. Bonjour à tous. Alors, moi aussi, je suis professeure à Yavenay de lettres. Et donc, ma question est la continuation de la précédente. Et j'avais une suggestion, si on avait un petit peu de temps, je ne sais pas, ce serait éventuellement de poser la question à tous les professeurs ici sur leur pratique avec l'IA. Moi, elle a été très... Excusez-moi, puisque j'ai le micro, j'en profite. J'ai mené une toute petite expérience avec l'IA et mes élèves sur la façon dont on pouvait travailler sur mon plan de dissertation, qui n'était pas complet. Je suis professeure au lycée. Et j'ai dit, voilà, on va envoyer à l'IA mon plan.
Et on va voir ce qu'il nous propose comme exemple pour illustrer cette dissertation à l'appui de l'œuvre complète que les élèves doivent lire. Et donc nous avons vu que l'IA était très intéressante, mais qu'il fallait vérifier évidemment les citations au fur et à mesure, mais que c'était une aide pour gagner du temps pour les élèves, premièrement. Voilà, moi je vous suggère, voilà, enfin je vous suggère, je ne donne non pas en exemple, mais peut-être y a-t-il dans l'assistance des professeurs oui, si d'autres veulent qui ont témoigner, des pratiques raconter, pédagogiques absolument. avec l'IA beaucoup plus performante que la mienne et qui puissent déjà nous aider à envisager une réflexion, voilà, là-dessus. Tout à fait. Donc, je suis Shakeda Div, je suis formatrice ici et professeure à Rachi et à Maïmonide d'art plastique. Donc, pour les IA, il y en a tellement. C'est comme, il y a beaucoup de langues, donc il y a beaucoup d'IA qui vont répondre différemment. Tu as Google Bard, par exemple. Lui, tu vas lui dire de corriger ton syntaxe et il va te dire, il va te donner des propositions et il va te dire pourquoi ça et ça et ça. Donc, ChatGPT, il va faire différemment. Pour générateur d'images, chacun, il y a vraiment énormément, et tous les jours, il y a des IA qui sortent. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Ça existe. Maintenant, pour les enfants, moi, je pense qu'ils retournent à l'époque des Socrates quelque part, parce que ils me disent, Madame, on a travaillé très, très dur. Vous savez pas, il faut savoir poser les mots, il faut savoir poser des questions. Et quand moi, je pose des questions, ils me disent, mais madame, il ne va pas vous comprendre, c'est trop compliqué. Il faut vraiment savoir peser les mots. Après, ça a encore un avantage, parce que quand ça génère une vidéo ou une image, oui, on le fait en 3 minutes, je l'ai fait tout à l'heure de vous, quand vous avez parlé, j'ai montré à mes collègues. Mais ça n'a pas la même force que les dessins que j'avais faits. Donc, ça met en valeur l'humain. Mais c'est un outil et c'est formidable. Et j'ai vu ça pour les enfants autistes qui jouent au Roblox, qui peuvent inventer, qui peuvent parler et ne pas rester dans leur bulle. Donc c'est formidable pour eux. Après, c'est toujours avoir les bons sens, les justes mesures. Évidemment, l'adulte qui doit être là pour apprendre aussi. Mais je trouve ça inadmissible qu'il y a des plateformes comme TikTok où les enfants sont laissés alors que l'adulte ne rentre pas pour voir ce qui se passe. Ça existe et il faut qu'on y soit. Oui, tout à fait. Oui, oui, il y a une grande diversité. Dans le cadre de formation qu'on organisera sur l'utilisation de l'IA, on montrera justement la diversité des IA. Et puis là, on parle simplement d'intelligence générative, c'est-à-dire comment on rédige un prompt pour avoir un texte, pour avoir une synthèse d'un texte, etc., ou pour qu'elle nous rédige un discours ou un devoir. Mais il y a d'autres outils, absolument, sur l'image. Il faut faire très attention aussi à la transformation de vidéo. Là, vous pouvez me prendre en vidéo et puis transformer ce que je vais dire tout à l'heure. Et ça paraîtra complètement authentique. Donc c'est très, très multiforme et il faut vraiment découvrir de plus en plus les possibilités pour pouvoir justement être en posture critique vis-à-vis de ce qu'on reçoit aujourd'hui. Oui, devant. Oui, bonjour, je suis professeure de français au collège Haute-Saratora de Créteil. Et j'ai une question par rapport à ce que vous dites. J'entends que voilà, il faut reformuler les attentes parce qu'effectivement, l'IA est capable de fournir aux élèves des savoirs, donc il faut faire un pas de côté et être plus exigeant pour les mettre en difficulté par rapport justement à ces savoirs que l'IA peut nous fournir ou que n'importe quel outil numérique. Mais je ne parle pas des savoirs, je parle de la façon dont c'est rédigé, de la syntaxe. Ça, on n'aura plus le travail, quoi qu'on fasse, on n'aura plus le travail de recherche que nous, on avait quand on n'avait pas ces outils numériques. Savoir reformuler une phrase pour que
de façon au niveau de la syntaxe, au niveau de la recherche, au niveau de la façon dont elle est exprimée, il y ait plus, ce soit quelque chose de plus littéraire. Bah, ça, quoi qu'on en fasse, les outils numériques, très facilement, les enfants auront la possibilité de reformuler, quel que soit. Je ne vois pas l'exigence qu'on pourrait avoir de plus pour, au niveau de la formulation, faire en sorte qu'il y ait plus de recherche et que ce soit un travail plus personnel. Parce que ça, il suffit de dire reformule. Oui et non, mais je pense que justement, ça peut être intéressant de comparer dans un exercice en classe, pourquoi pas, un texte qui est rédigé par un élève après un travail de formulation, travail sur la syntaxe, et le même texte produit par un IA. C'est pas forcément meilleur. Ça dépend ce que vous entendez par le meilleur. Si le meilleur, c'est juste le style, la richesse du vocabulaire, oui, mais ce sera peut-être un vocabulaire que lui ne maîtrise pas, et donc qui ne lui servira à rien. Comment il peut faire avec ses outils, sa boîte à outils? Il n'a pas la boîte à outils intellectuelle et verbale et lexicale de l'IA. Donc comment lui, il peut reformuler, et comment il pourrait partir d'un texte d'IA et lui le reformuler à sa manière, travailler sur les transpositions, les allers-retours entre l'IA et soi-même, de manière à ce qu'il renforce, chemin faisant, sa propre compétence et sa propre image de soi. Il ne faut pas qu'on s'enferme dans la certitude que l'IA fait toujours mieux. C'est pas vrai. Parfois, on fait mieux. Et c'est aussi à l'enseignant de pouvoir dire à l'élève, toi, c'est mieux parce que tu as mis ton cœur, parce que tu as mis ta sensibilité, parce que tu as mis ta culture, et l'IA t'a donné un texte plat, sans humanité. Renforcez-les dans l'image qu'ils ont d'eux-mêmes en comparant. Ça se fait tous les jours. Parfois, on demande... Moi, je l'ai aussi vécu en utilisant de l'IA de manière professionnelle. Parfois, la formulation qu'il me propose n'est pas la bonne. Il me fait un compte-rendu de réunion, mais non, je suis obligé d'enlever la moitié parce que le reste, c'est du secondaire. Non. Alors, ça m'a fait gagner du temps. Alors, j'utilise l'IA pour avoir un brouillon, mais après, je le corrige parce que je veux ma dernière mouture, parce que c'est celle-là la meilleure, qui m'a donné un petit bout en gagnant du temps, mais après, je personnalise. Ça, l'IA, pour l'instant, ne le fait pas. Développons ces compétences chez nous. Et puis l'IA peut vous donner des choses erronées. Il peut avoir mal compris. Ça dépend comment vous avez rédigé la question que vous lui avez posée, le fameux prompt. Parce qu'il y a des étapes à respecter pour que ce soit efficace. Si vous ne respectez pas ces étapes, ces différentes catégories d'informations qu'il va lui donner, il ne sait pas qui vous êtes. Donc, il ne sait pas à qui il faut s'identifier pour pouvoir bien répondre à la question que vous lui posez. Donc, au contraire, allez plus loin. Utilisez-le comme contre-exemple. Peut-être certaines fois, ce sera mieux. Mais alors, vous allez analyser pourquoi c'est mieux. Qu'est-ce qui t'a manqué à toi pour que tu arrives à ça? Parce que tu es capable de le faire. Ce que fait l'IA, même s'il le fait plus vite, c'est pas infaisable à l'homme. Il le fait plus vite, mais il le fait pas forcément mieux. Il y a tout un travail à faire là-dessus. Oui, attendez, le micro, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un devant? Ah, pardon. Non, merci. mais voilà. Oui, alors, on peut tout à fait comprendre ce discours en tant qu'adulte, de se comparer à l'IA, et on a suffisamment engrangé peut-être de confiance en nous pour pouvoir se mesurer, entre guillemets, à l'IA et faire comme vous avez fait, c'est-à-dire pouvoir venir après corriger et avoir un esprit critique par rapport à l'IA. Mais si on se met à hauteur d'enfants qui n'ont pratiquement pas toujours connu ça, même puisque c'est assez récent, mais qui va se comparer à l'IA, je trouve que c'est extrêmement intimidant. Mais je sais que vous avez envie. Juste, je finis. Pardon. Mais à hauteur d'enfant, de se dire qu'en fin de compte, dans la bataille IA-enfant, c'est l'IA qui va gagner. Il va gagner en termes de résultats, en termes de rapidité, en termes de compétences, et que souvent, nous, on a beaucoup d'élèves qui sont tentés d'aller sur ChatGPT en plein contrôle, et qui sont persuadés que c'est un passage obligé, entre guillemets, pour avoir une bonne note. Et donc, c'est ce manque de confiance qui est induit par l'IA. Tout à fait. Et cette conviction qui s'infiltre en eux,
qui est c'est très difficile de faire concurrence à l'IA. Oui, mais c'est là-dessus qu'on doit travailler. Vous avez raison. D'emblée, D'emblée, l'enfant pense que l'IA est beaucoup plus compétent et que lui, il ne sait pas faire. Et que l'autre, il va faire plus vite et mieux. C'est à nous, en travaillant sur les comparaisons, de montrer que ce n'était pas le cas et que parfois, l'IA se trompe complètement. Non, donc, c'est vraiment une compétence qu'on doit, parce que c'est nous qui devons construire son image de lui. L'image que les élèves ont d'eux-mêmes dépend en grande partie du regard des enseignants. On a en plus, en France, en Europe, un système d'évaluation qui est un système de sanctions. Comme vous le disiez, je crois, tout à l'heure, on cherche à le piéger. Non, il faut chercher à l'élever. Élever ses compétences. Il ne s'agit pas de le piéger dans un contrôle, c'est ce qu'on pense spontanément en France, mais c'est dramatique. Il faut chercher à vérifier avec lui s'il a acquis des compétences. S'il ne les a pas encore acquis, c'est en partie de notre faute. Parce qu'on n'a pas réussi, en partie, pas uniquement, mais on n'a pas encore réussi à lui faire acquérir. Donc il faut voir qu'est-ce qui lui manque pour acquérir ça. Il faut vraiment qu'on arrive à changer notre posture, sinon on est toujours dans une démarche de concurrence. Alors que là, on doit chercher une évolution des compétences. Il y a une main là-bas plus loin aussi. D'abord le monsieur qui ne s'est pas exprimé. Après, on revient si vous voulez. Oui, l'IA, c'est un outil, mais... Oui. Bonjour, je suis professeur d'histoire géo à Yavne aussi. Je voudrais revenir sur deux, trois choses qui ont pu être évoquées par les différents collègues. Ouais. En fait, je pense qu'il y a chez les élèves, mais aussi chez nous, probablement une idée probablement un peu reçue qui serait que l'IA, ChatGPT et les autres serait un remplaçant, on va dire, à d'autres formes de recherche. C'est ce que j'ai remarqué avec des élèves, puisque j'ai déjà eu l'occasion de faire, alors à une ou deux reprises, des travaux là-dessus. Un exemple, ce que je faisais en classe, c'est que je demandais, pour débuter une étude de cas sur la Révolution, peu importe, de demander aux élèves de préparer une petite, très courte biographie d'un personnage, c'était Robespierre en l'occurrence, et en leur demandant donc de choisir soit une recherche classique sur un moteur de recherche, n'importe lequel, sur une IA, ou à partir de documents dont ils disposaient. Et ensuite, ils le présentaient à l'oral et on voyait les différences. Et justement, ce que j'ai remarqué, et ce que certains élèves, en tout cas pas tous, mais certains ont commencé à voir, c'est justement que l'IA ne peut pas remplacer totalement le reste. Ce qu'il faut bien, je pense, comprendre, c'est que c'est en fait un outil comme un autre, et qu'on a juste besoin en fait d'apprivoiser, d'appréhender, comme il a fallu appréhender Google il y a 20, 25 ans, comme il a fallu faire, etc. Et je pense que là, voilà, c'est surtout ça, je pense, sur lequel je voulais juste ajouter un point là tout de suite. Merci. Oui, vous avez raison, il faut apprendre à l'apprivoiser, mais en même temps, sa puissance va se décupler très rapidement. Donc il nous faut aussi commencer à inventer une autre manière de travailler. Et est-ce que l'évaluation que je ferai avec l'élève, c'est la connaissance du personnage de Robespierre, qu'ils peuvent trouver partout, enfin sur Internet, avec un moteur de recherche ou avec une IA, et à rédiger un texte? Ou est-ce que demain, ce qui va être plus important, c'est peut-être de travailler sur les idées de Robespierre? Quelle était sa posture? Quelle différence entre Danton et Robespierre? Comment Robespierre n'a pas réussi finalement à faire passer ses idées au point que lui-même il a été guillotiné alors que c'est l'un des plus grands décideurs de condamnation? Qu'est-ce qui s'est joué dans la pensée de Robespierre? Qu'est-ce qu'on pourrait en tirer aujourd'hui pour nos enseignements d'aujourd'hui? Je n'ai pas de réponse, mais je vais poser une question un peu provocatrice. Qui serait le Robespierre d'aujourd'hui? Je ne vais pas répondre, je n'ai pas d'idée. Ça vaudrait le coup, mais de dire, voilà, c'est un personnage quand même
assez extraordinaire, central, vous savez ça mieux que moi, central dans la dynamique de cette période de la Révolution, et qui a fait utiliser la guillotine à tout va, et en même temps qui en a été victime, parce qu'il n'a pas été capable d'assurer ses propres arrières. Donc, travailler sur quelque chose d'autre qui va nous enrichir pour nous dire aujourd'hui, sans comparer forcément, hein, mais dire comment les idées de Robespierre se retrouvent aujourd'hui. Est-ce que dans les hommes politiques, on n'a pas un peu ce travers, sans faire de rapprochement complet, je souhaite la guillotine à personne, il n'y en a plus. Mais, je veux dire, voilà, essayez de dire, dans le débat politique, c'est quoi le profil de Robespierre? Vous voyez, du coup, il y a des choses qu'ils vont trouver sur l'IA, ça, l'analyse, ils ne vont pas le trouver. Ça vaut le coup de travailler avec les élèves, ce qu'ils ne vont pas encore trouver sur l'IA. Une dernière réflexion, parce qu'on arrive à l'horaire. Il est 15h09, on avait dit qu'on arrêtait tous à 15h. Alors oui, encore. Merci. Je vous en prie. Je suis Carole Grosset, je suis professeure d'anglais au collège Maïmonide Rambam. Alors déjà, merci. J'ai beaucoup de gratitude d'avoir pu être présente pour cette présentation qui est très complète, qui m'a beaucoup parlé. Et par rapport à cet enjeu d'intégrer l'intelligence artificielle dans notre enseignement, ce qui me paraît intéressant, enfin en tout cas c'est une petite expérience que j'ai faite avec mes élèves, de justement leur donner volontairement un exercice où ils allaient faire appel à l'intelligence artificielle. Alors ils sont restés un petit peu bêtes au départ, ils m'ont dit madame c'est sûr on a le droit, et ensuite après une fois qu'ils avaient fait cette recherche grâce à ChatGPT, de voir comment est-ce qu'ils pouvaient mettre leurs pattes, mettre leur propre intelligence, mais aussi leur ressenti, c'est-à-dire de ne pas simplement les interroger sur qu'est-ce qu'ils pensent de ça, mais aussi qu'est-ce qu'ils ressentent face à ça, et de stimuler pas qu'une intelligence rationnelle, intellectuelle, qui pourrait leur faire se sentir un peu inférieurs parce que ce sont des enfants, mais avant tout ce sont des humains. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour mettre vraiment de l'intelligence émotionnelle, donc vraiment tout ce qui est soft skills, compétences interpersonnelles, et voilà, mettre du cœur quelque part, humaniser la réponse qu'ils avaient trouvée. Et ils ont vraiment tout de suite percuté beaucoup plus que quand je faisais appel uniquement à leur intelligence rationnelle. Donc je pense que ça peut être une piste. Et l'autre chose, c'était une petite question, enfin juste un besoin de précision que j'avais sur le premier schéma que vous avez montré où il y avait toutes les compétences dans des cercles. Il y avait deux compétences, notamment la capacité à réfléchir et le sens critique. Savoir réfléchir et sens critique, je crois, si je me souviens bien. C'était juste après celle-ci. Savoir réfléchir et esprit critique, voilà, en haut à gauche et sur le côté à droite. Et en fait, je me posais la question, en fait, moi, dans ma compréhension, j'avais le sentiment que l'esprit critique découlait de la capacité à réfléchir. Et donc, j'étais intéressée de savoir quelle distinction vous faisiez entre les deux. Merci beaucoup. Oui, tout à fait. Pour moi, l'esprit critique, c'est être capable de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous raconte, pour le dire de manière familière. Alors que savoir réfléchir, pour moi, c'est la pensée de la complexité. C'est-à-dire comprendre que le monde n'est pas aussi simple qu'on peut le croire et qu'on s'enrichit en affinant, en le découpant pour retrouver la complexité qu'il y a à l'intérieur. Le monde n'est pas simple. Donc pour moi, c'était deux postures intellectuelles très, très différentes, mais j'avoue que vous avez bien fait de poser la question. Une réflexion encore? Oui. Le micro, il arrive. Et après, on fait une toute petite pause, le temps que les autres groupes arrivent. Oui, bonjour. Je vous en prie. Je suis de Yamné aussi. J'ai cru reconnaître. Vous enseignez quelle matière? Psychologue scolaire. Psychologue scolaire, c'est bien aussi. C'est bien. J'ai cru reconnaître sur votre tableau des soft skills, en fait, des compétences extrascolaires. Or, aujourd'hui, on fait un peu la guerre aux soft skills, que ce soit à l'école ou dans le monde de l'entreprise, parce qu'on dit que c'était une façon de recouvrir un peu des lacunes de certains élèves. Et certains parents ont du mal aussi à transmettre un peu des soft skills à leurs enfants. Ils préfèrent tout axer sur des cours particuliers, sur du soutien. Donc comment on peut essayer de transmettre l'importance de ces compétences extrascolaires,
puisqu'on a remarqué que chez les enfants, enfin chez les élèves qui avaient de très bons résultats, ils avaient aussi ces compétences développées chez eux, quoi. Alors, oui et non, pas toujours. Pas toujours. On peut avoir de bonnes compétences scolaires et être quelqu'un dans ses relations sociales complètement en décalage et en échec. On peut être un savant et les compétences scolaires aujourd'hui en France sont des compétences de connaissance avant tout. Et de savoir faire un petit peu, savoir réfléchir, poser des équations, mettre un raisonnement, etc. Mais c'est avant tout dans du savoir. Donc on a un entonnoir dans ce sens-là. Même si dans les compétences qu'on est censé acquérir à l'école, il y a des savoir-être, on voit bien qu'ils ne sont pas majoritaires et que c'est ce que l'enseignant a le moins de facilité à transmettre, parce que ça l'implique lui aussi, parce qu'il doit être à l'image de ses savoir-être, sinon il ne peut pas les valoriser, les enseigner. Mais en même temps, je pense que c'est indispensable pour l'homme de demain. Dire, je vais prendre des choses qui peuvent vous paraître des clichés. Lorsqu'on veut avoir une carrière scientifique, faire une prépa, école d'ingénieur, qu'est-ce qu'on a été obligé de rajouter? Tous les élèves qui veulent se mettre dans cette filière-là ont des compétences en maths, en physique, en SVT si c'est le cas. Mais on a été obligé de rajouter un enseignement de culture générale parce qu'on s'est aperçu qu'on n'avait pas d'éléments discriminants. Quand tous ils sont bons en maths, comment on distingue celui qui va être le meilleur du moins bon? Des compétences qui sont hors champ. Mais c'est pas ce qu'on appelait les humanités d'autrefois. C'est des compétences tout à fait minimes avec un horaire minime et c'est là-dessus qu'on va déterminer. Comment on prépare aujourd'hui le concours de l'école de médecine? La première compétence, c'est d'être capable d'ingurgiter des connaissances sans les comprendre. C'est la mémoire. Si vous avez une bonne mémoire et que vous avez un esprit un peu scientifique parce que vous allez manipuler des éléments scientifiques, c'est ça qui va vous permettre de réussir ou de rater le concours de médecine. C'est ça qu'on veut comme médecin demain? Un médecin, ce n'est pas qu'un scientifique. C'est une relation humaine essentielle. Donc à chaque fois qu'on oublie une dimension, on crée un citoyen fragile. Soit qui n'a aucune culture générale, qui n'a pas de culture historique, qui n'est pas capable de voir que l'histoire est en train de se répéter et va plonger tête baissée dans un endoctrinement, quel qu'il soit. Soit des gens qui n'ont pas de personnalité relationnelle développée, qui vont être sur leur autoroute, mais on ne fait pas une société avec ça. Il me semble indispensable, et je ne suis pas le seul à le penser, qu'il faut développer les deux en même temps. Les connaissances scolaires ne forment pas l'humain aujourd'hui de qualité. Mais ça passe sous le radar des évaluations. Ça passe sous le radar des évaluations. C'est pour ça que je ne dis pas qu'il ne faut pas préparer les programmes, qu'il ne faut pas suivre les programmes, mais qu'il est souhaitable qu'on y ajoute des compétences supplémentaires parce que c'est celles-là qui vont préparer l'avenir et qui vont nous permettre d'avoir une société de qualité. Sinon, on risque d'avoir une société de clones. C'est triste. Donc, oui, elles ne sont pas encore dans les programmes. Elles y seront peut-être dans 10 ans. Mais elles y seront. Parce que l'État est en train de se rendre compte, aujourd'hui, que ça ne suffit pas. Madame Lalou, de ce matin, le disait clairement. Elle a fait partie à un moment donné du Conseil des programmes. Il y a des politiques qui écoutent ces réflexions. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de comprendre que sur un certain nombre de points, on a mal géré. Les déserts médicaux, on a mis des concours avec un numerus clausus, mais on a détruit la médecine en France. Pour des raisons quoi? D'élitistes, même pas, économiques. Une mauvaise réflexion fait qu'on arrive à quelque chose qui met aujourd'hui l'État français en panne. Donc, oui,
il faut développer ces compétences. En plus des savoirs qui sont nécessaires à l'instruction, parce que ça, de toute façon, tant que les programmes n'auront pas évalué, et ça ne va pas évoluer rapidement, parce que vous savez bien tous les freins qu'il y a dans le système éducatif chaque fois qu'on veut changer quelque chose. Changer une virgule, mettre un point-virgule à la place, ça fait une manifestation dans la rue. Donc c'est très complexe. Mais à un moment donné, il va bien falloir que ça bouge. Entre-temps, nous, en tant qu'enseignants, on est seuls maîtres à bord dans notre classe. Donc on doit les amener au bac et aux compétences qu'il faut, mais en même temps, essayons de transmettre ces compétences qui vont mieux les armer pour demain.